Pas une salle aussi pleine, avec des âmes aussi nombreuses. Je suis très reconnaissant aux organisateurs, à Monsieur le maire et à tous ceux qui ont participé pour que nous puissions réaliser cette soirée. Il se trouve que, si vous voulez, mon destin est particulier. J'ai essayé de m'expliquer sur ce destin en écrivant un ouvrage du Sahara aux Cévennes. Alors, ce n'était pas un rallye automobile du Sahara aux Cévennes, c'était simplement mon itinéraire personnel qui, vous savez, chacun de nous peut dire il a une destinée particulière. Ces destinées, on ne peut pas forcément les décrypter, savoir pourquoi nous avons une destinée particulière. C'est comme ça, la vie, les mouvements de la vie elle-même amènent chacun à être dans un endroit, dans un autre, dans une famille, dans une autre, dans une culture, dans une nation, etc. Tout ça fait partie, disons, de ce qu'on peut appeler le mouvement de la vie elle-même et qu'on ne peut pas forcément maîtriser. Et c'est après coup qu'on se dit, mais comme je l'ai fait, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que je me trouve aujourd'hui face à vous, que je me trouve engagé dans des actions qu'on pourrait dire de protestation, parce que je suis en colère contre l'humanité. J'aime l'humanité, mais elle me met en colère. Pourquoi je suis en colère avec l'humanité? Parce qu'elle abîme la vie. Elle abîme la vie. Pourquoi je suis en colère contre l'humanité? Parce qu'on donne plus de valeur à la mort, aux armements et toutes ces choses-là qu'à la vie. Pendant que la vie, on détruit la vie, en même temps, on exalte la mort. Il n'y a qu'à avoir des budgets militaires, des budgets, des machines à tuer, et on est toujours en train de perfectionner l'art de tuer. Et on tue depuis les origines. Donc il faudrait quand même, à un certain moment, reconnaître que nous ne sommes pas sur cette terre pour nous entre-détruire et détruire la vie, mais que nous sommes là pour, au contraire, fraterniser, pour avoir de l'estime les uns vis-à-vis des autres et préserver notre terre-mère, préserver ce à quoi nous devons vraiment aller. Et quand on fait le bilan des nuisances humaines, elles sont catastrophiques. On ne parle jamais de cette terre droguée, malmenée. On ne parle pas assez des poisons que nous mettons dans toutes les ramifications de la vie. Ah, excusez-moi, j'aurais dû éteindre. Moi qui suis très méfiant par rapport à ça, je me fais prendre, vous voyez, pourquoi la vie, il y a aussi des clins d'œil. Et donc, quand soit on est indifférent et on vit la vie telle qu'elle se vit, on s'y adapte et puis voilà, tout va bien, soit on n'est pas content de la façon dont les humains ont organisé la vie, et à ce moment-là, on est en protestation. Alors pour ce qui concerne la destinée, elle est un peu singulière, puisque je suis né dans le sud, j'ai commis un ouvrage que j'ai intitulé « Du Sahara aux Cévennes », pour m'expliquer, j'en ai parlé. Et puis, c'était pourquoi? C'était parce que, à un moment de mon itinéraire, j'ai essayé de regarder en arrière et je me suis dit, mais dans quelle voie suis-je engagé? Vous savez, on ne choisit pas. Parfois, nous sommes enfants et cet enfant perd sa mère à l'âge de 4 ans et son père, un peu désolé bien sûr, il est dans le contexte d'une société dans laquelle les Français en particulier, dans un désert, dans une oasis du désert, et on découvre dans cette oasis du désert de la houille et du charbon. Il faut exploiter ce charbon et à ce moment-là nous arrivent les Français qui viennent pour exploiter ce charbon. Et ça, un bouleversement général de nos structures traditionnelles, de nos traditions, et nous voilà plongés dans une civilisation à laquelle nous n'étions pas préparés. Et l'enfant que j'étais perd sa mère dans ces périodes-là, et mon père, soucieux de l'avenir, se dit finalement que la règle du jeu est entre les mains des Occidentaux, et en particulier des Français.
Donc je suis confié très rapidement à une famille française sans enfants pour être éduqué. Mais il y avait une exigence, c'est-à-dire qu'il fallait que je reste en même temps un bon musulman tout en vivant dans un monde occidental. Il fallait que je reste évidemment scrupuleusement dans les règles de l'islam, et parmi ces règles de l'islam, il y avait notamment, il ne faut pas, alors ma mère adoptive, bourguignonne, un père ingénieur, donc adoptif, ingénieur, et puis me voilà dans cette famille. Alors quand j'allais dans ma famille d'adoption, dans ma famille traditionnelle, méfie-toi, ne bois pas de vin, ne mange pas de cochon. Voilà. Et quand j'allais dans ma famille d'accueil, ma mère bourguignonne sifflait toute sa bouteille sans aucun problème. Et puis les saucissons, le jambon, tout ça, ça faisait partie de... Alors quand vous passez comme ça dans le dogme fondamental, c'est-à-dire celui qui édifie la spiritualité des gens. Dans l'islam, le credo, c'est que Dieu n'a pas engendré, n'a pas été engendré, c'est-à-dire il est hors de l'histoire. Et de l'autre côté, on parle d'un Dieu qui avait un fils qui s'appelait Jésus-Christ, etc. Alors si je suis Saint-Louis, c'est pas pour rien. Quand vous commencez comme ça, alors vous dites, mais d'un côté on me dit une chose, de l'autre côté on me dit le contraire, mais finalement, où est la vérité? Alors vous grandissez comme ça dans ce questionnement nord-sud, sans bien comprendre les choses, culture contradictoire et toutes ces choses-là. Et puis vous vous dites finalement, si je veux sortir de l'ornière, je vais consulter les philosophes. Quant aux études que je devais faire pour acquérir une situation comme on me l'a asséné, il faut que tu travailles bien à l'école pour avoir une situation. Quand on est dans une approche poétique des choses, c'était très compliqué. Parce que quand on dit un problème, déjà, il fallait solutionner des problèmes. Déjà toute l'histoire, évidemment, nos ancêtres, les Gaulois, etc. Et puis l'histoire, eh bien, quand on rentrait dans le programme tel qu'il était réalisé, fait, une ménagère va au marché pour acheter du pain, je ne sais pas, n'importe quoi. Elle lui prend tant combien elle doit payer. C'est tout. Des œufs, je me rappelle. Il fallait tant l'œuf, donc elle devait payer tant, et il fallait faire une multiplication. Seulement quand vous êtes dans une forme d'imaginaire, moi je voyais la ménagère avec sa robe à fleurs, j'écoutais le marché, le bruit, etc. Et puis mon instituteur se penchait sur moi et me dit, mais Rabbi, c'est pas compliqué. C'est pas très compliqué, tu prends un œuf et tu multiplies par temps. Moi j'étais parti dans la poétique. Et la poétique et la mathématique, ça ne va pas très bien ensemble. Donc tout était comme ça. Et puis finalement, n'arrivant pas à comprendre, je dévore des philosophes au moment où je peux le faire. Et les philosophes en me disant, peut-être que eux, ils vont m'aider à trouver une réponse à ma situation et m'aider à clarifier ma propre situation et donc à me donner une vie cohérente. Et voilà que vous découvrez que les philosophes ne s'entendent pas, qu'il y a une multitude de philosophies. Et toutes ces philosophies, ce sont quoi? Ce sont des multitudes de points de vue. Et ces points de vue, ils sont contradictoires. C'est ce qui a fait le marxisme avec tout ce que ça... et d'autres philosophies qui ont fait organiser le mode de pensée des gens qui les lisent. Au nord, au sud, il y a des philosophes anciens en Asie, il y a des philosophes chinois, il y a des philosophes de toutes sortes. Mais toute la philosophie, c'était d'exciter comment l'être humain allait pouvoir percevoir et comprendre son propre destin. Et bien, tout ça était contradictoire. Et du coup, religion contradictoire, l'islam, le christianisme, ça ne va pas. Le judaïsme, l'islam, ça ne va pas. Les philosophes ne sont pas tous d'accord. Alors qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous adoptez Socrate. Et le grand Socrate a dit la vérité, c'est-à-dire quand il a proclamé
à peu près, c'est peut-être pas dans les mots exactement, mais qui a dit « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Voilà. Et ça, je pense que c'est la vérité absolue. Qu'est-ce que nous savons? Alors on me dit « Oui, mais tu as demandé à naître ». Il y a des gens qui m'ont dit « Tu as demandé à naître ». Et à quel moment? J'avais bu 3 whiskies, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai souscrit à ma naissance, à mon avènement dans la vie ou dans le monde. À quel moment? Donc tout ça est très embrouillé et finalement, ça pose la question du genre humain, c'est quoi? Et quand on fait une rétrospective sur la vie, on a commis un ouvrage avec mon ami Jean-Marie Pett juste avant qu'il ne s'en aille, c'était la vie a-t-elle un sens? Et il a fait une rétrospective sur comment la vie s'est organisée sur Terre. Il a mis quoi en évidence? L'associativité et la coopération. Associativité, coopération. Et cette associativité et coopération a fait qu'il s'est mis en place en quelque sorte comme une sorte de connivence du monde vivant. Et cette connivence du monde vivant a en fait que la vie a pu advenir, mais grâce à la coopération. Mais ça n'a rien à voir avec les lois de la jungle. Souvent on parle de la loi de la jungle, et je dis non. Quand un lion mange une antilope, ben, il mange son antilope. Le pauvre vieux, il faut bien qu'il mange. Mais il n'a pas de banque d'antilope, ni d'entrepôt d'antilope. C'est-à-dire qu'il ne prélève pas ce qui lui est... Il prélève ce qui lui est nécessaire pour sa vie, mais il ne prélève pas au-delà de ce qui lui est nécessaire pour la vie. Et c'est ça, c'est ça ce que la vie a établi, c'est-à-dire que nous prélevions ce qui nous est nécessaire, mais qu'on n'aille pas petit à petit vers une planétarisation de l'économie qui fait que finalement on donne au dollar, au lucre et tout ça, la valeur suprême, et que c'est cette monétarisation de la vie qui fait que finalement nous sommes dans un désastre, puisque aujourd'hui, si j'ai de l'argent, je peux acheter tout ce que je veux, et je peux détruire, et je peux... Donc on rentre dans ce qu'on pourrait appeler l'économie prédatrice. L'économie réelle, elle est faite sur la base de rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, donc il n'y a pas de déperdition, tout revient. L'économie telle qu'elle est réalisée, on a écrit un livret là-dessus, l'économie, c'est la prédation légalisée. C'est-à-dire que vous avez de l'argent, donc vous achetez ce que vous voulez. Seulement, ce qu'on oublie, c'est que la planète, c'est un bien commun. Et que si on était parti sur l'idée que la planète est un bien commun, nous l'aurions géré non pas comme des prédateurs à celui qui va prélever le plus, mais comme dans une forme de fraternité et de solidarité qui préserve évidemment les biens qui sont destinés à l'ensemble. Voilà. Et là, on est parti sur quelque chose qui a malheureusement donné à l'être humain une espèce d'avidité incontrôlable. Et cette avidité incontrôlable a provoqué des excès des uns au détriment des autres. Et aujourd'hui, on est sur une planète où il y a, évidemment, il y a le fameux club des 1500 milliardaires en dollars, etc., etc. Et puis, quand vous regardez la hiérarchie, ben, vous vous rendez compte que mon ami Ziegler l'a confirmé, parce que je lui avais demandé, je cherchais, toutes les 7 secondes, un enfant meurt de faim. Donc vous voyez que cette organisation planétaire de l'espèce humaine est une organisation qui demande à être complètement révisée si nous voulons que chaque être humain sur cette planète puisse évidemment avoir ce qui lui est nécessaire légitimement, en prélevant dans le bien commun, mais sans la destruction sans la destruction et la dissipation du bien commun. Voilà si vous voulez, mon souhait. Alors, ces choses-là, va-t-on pouvoir les réaliser? Parce qu'il y a quand même des générations futures. Il y a des enfants qui vont arriver. Ces enfants qui vont arriver, vont-ils arriver dans un monde qui peut les accueillir? Ou vont-ils arriver dans un monde de pénurie, dans un monde de dégradation généralisée, et donc de l'impossibilité de survivre? Et aujourd'hui, on est en train de tout faire inconsciemment pour que les générations futures ne puissent pas survivre.
quand on fait le bilan de tout ce qui a été fait déjà comme exaction, perte de matière, perte de ressources, dégradation de ressources, dégradation de l'eau, dégradation de la terre. On joue aussi sur le problème des semences. Vous savez que depuis le début de l'agriculture, c'est-à-dire au moment de ce qu'on appelle la révolution néolithique, quand il y a eu cette révolution néolithique qui a donné à l'être humain quelque chose de formidable, c'est qu'il était capable de tracter ou de travailler avec la nature pour produire sa propre nourriture. Jusque-là, c'était ce qu'on trouve sur notre peuple, qui sont des chasseurs-cueilleurs-pêcheurs, qui vont prélever dans ce qui existe, et puis ils essaient de survivre avec ce qui existe. Ça les rend d'ailleurs extrêmement respectueux, non gaspilleurs, parce qu'ils savent très bien que s'ils détruisent et qu'ils se dissipent inutilement les ressources vivrières, ils en mourront. Et eux ont été dans le vrai. Seulement à partir du moment où on est rentré dans l'accumulation, la prédation, la capitalisation, etc., et on a donné à l'argent le plein pouvoir, et bien à ce moment-là, donner l'argent de plein pouvoir, évidemment, ça légalise la prédation. Au lieu de la règle morale selon laquelle nous devons respecter la terre, nous devons respecter la nature, nous devons respecter les semences, nous devons respecter tout ça, est dissipé et disparaît parce que finalement, on passe dans l'ordre de la finance, et l'ordre de la finance vous donne toute permission légalisée. Du coup, aujourd'hui, quand on voit l'évolution de la planète, entre le nord et le sud, entre les hyper-nantis et les hyper-démunis, eh bien, on ne peut pas imaginer une planète apaisée. Et puis, de toute façon, il y a une accélération du processus d'épuisement des ressources qui risque d'aboutir à quelque chose de dramatique. Alors, il y a des sciences perverses qui vous disent OGM, vous voyez, organismes génétiquement modifiés, ils sont en train de travailler sur des chimères, c'est-à-dire qu'on abandonne ce que la nature nous a donné librement et qu'on peut transmettre chaque génération à chaque génération pour rentrer dans une phase dans laquelle bientôt on ne pourra plus ensemencer les champs ou les jardins sans passer par le pouvoir et la dictature des fabricants d'OGM, etc. Vous prenez la colonne armée, bien entendu, et vous voyez les budgets colossaux consacrés à l'art de tuer, les bombes atomiques, etc. Et puis vous vous rendez compte qu'il y a une espèce de folie généralisée pendant qu'on sert la mort, hein, parce que c'est ça, c'est un service qu'on aura à la mort, c'est-à-dire le perfectionnement du meurtre. On perfectionne le meurtre avec des outils perfectionnés pour tuer. Cela représente des budgets colossaux. Et pendant ce temps-là, la vie, elle est détruite. Il y a le désert qui avance, il y a la pollution de l'eau, pollution de la terre, pollution de tout. Donc vous voyez comme on est dans une forme d'inconscience, si vous voulez, qui est extrêmement dangereuse. Alors vous savez ou vous ne le savez pas, en 2002, on m'a poussé à me présenter aux élections présidentielles. Donc vous voyez à quoi vous avez échappé. donc quand on m'a dit, mais il faut que tu te présentes aux élections présidentielles, etc., j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire dans cette galère? Moi, je ne suis pas compétent pour rentrer là-dedans. Et, si, il faut que tu y ailles, etc. Bon. Alors j'ai fait quelques insomnies, et puis, à un moment, je me dis, bon, puisqu'ils insistent, je vais essayer. Alors, le protocole, c'était évidemment aller quitter les signatures, quand ils sont élus, et aller chercher les signatures. Et je me suis dit, avec respect, monsieur le maire, si j'arrive à avoir 3 signatures de 3 maires en état d'ébriété, ça sera pas mal. Parce que je me demande pourquoi. Et puis on a frôlé les 200 signatures avec un programme qui est complètement atypique. Parce que notre programme, c'était quoi?
C'était d'abord appel à l'insurrection des consciences. Quelle planète laisserons-nous à nos enfants? Quels enfants laisserons-nous à la planète? Et ça se déclinait dans des valeurs que nous voulions. Pourquoi les femmes sont-elles subordonnées sur la planète? Pourquoi est-ce que le féminin est subordonné au masculin? Alors que ce sont les deux éléments constitutifs d'un tout. Aucun de nous ne serait là sans le masculin-féminin, sauf qu'il y a des gens clonés, peut-être. Voilà. Donc pourquoi il y avait ce déséquilibre planétaire? Pourquoi est-ce que nous détruisons notre milieu à coup de pollution, de dégradation, etc.? Pourquoi est-ce qu'on ravage les forêts? Pourquoi est-ce qu'on épuise les mers et les ressources marines? Pourquoi toutes ces exactions? Pourquoi l'eau est devenue imbuvable? Pourquoi l'air est devenu irrespirable? Pourquoi tout ça? Et se dire, mais est-ce qu'on doit continuer dans cette voie ou il y a peut-être quelque chose à faire? Et donc notre campagne, c'était de dire voilà, on attire l'attention sur ces éléments-là comme étant à mettre dans l'ordre politique. Ce n'est pas simplement des bons vœux moraux, c'est profondément et essentiellement politique. Protéger la vie, c'est politique. Et si nous étions suffisamment conscients de la valeur de la vie, on n'aurait pas de créer ce qu'ils l'ont fait en tout le mérite. Il ne devrait même pas y avoir un parti écologique. Et je suis très respectueux et reconnaissant à ceux qui l'ont fait. Mais dans la logique absolue, il faudrait qu'on soit conscient que nous dépendons de la vie et que la vie concerne tout le monde, que l'on soit président de la République ou le dernier des balayeurs ou n'importe qui, nous sommes concernés par la vie. Donc l'écologie, ça ne devrait pas être une option. En plus, mais ça devrait être une conscience. Si nous avions conscience que nous devons la vie à la vie, à ce moment-là, on serait au niveau d'éveil et de conscience nécessaire aujourd'hui. Et plus que nécessaire aujourd'hui, parce que l'accélération des processus négatifs est en train de se faire d'une façon presque terrifiante. Et donc, on s'aperçoit que des perditions, des sols pollués, de tout ce que j'ai pu énumérer, il y a encore bien plus que tout ça, avec des êtres humains qui sont pris aujourd'hui dans une logique à laquelle on ne sait absolument pas vers quoi elle nous mène. Nous sommes dans une logique que nous maîtrisons de moins en moins. Et nous sommes dans une société, de toute façon, c'est ce que on disait avec mon ami en circulant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne s'aperçoit pas que nos outils nous dominent. Nous sommes dominés par les outils que nous avons créés. Jamais il y a eu une civilisation dans laquelle l'outil a dominé l'être humain. Et aujourd'hui, vous imaginez s'il n'y a plus d'électricité, vous verrez, vous faites le bilan de tout ce qui fait grève dans votre maison, le frigo, la machine à laver, enfin plus rien ne fonctionne, parce que nous sommes de plus en plus organisés en hors-sol. Les campagnes se sont vidées. À la campagne, on a tué le paysan pour mettre un exploitant agricole, lequel l'exploitant agricole consomme des engrais chimiques, des pesticides, et vous avez comme ça la pétrochimie internationale qui a orienté l'agriculture vers l'usage massif de produits toxiques, chimiques toxiques. Du coup, on est dans une phase dans laquelle la terre-mère elle-même, c'est-à-dire celle qui est indispensable à la vie, est atteinte profondément. Et du coup, la nourriture que nous produisons de cette façon, elle est tellement dénaturée que quand on se met à table, il faudrait souhaiter non pas bon appétit, mais bonne chance. Merci. Donc ça va très loin. Ça va très loin, ça va jusqu'à la physiologie humaine, aujourd'hui, qui est atteinte par les pratiques qui ne sont pas adaptées à la vie. Comme on a transgressé par rapport à la vie, les pratiques que nous avons mises en route sont des pratiques qui nous sont nuisibles. Et ce dont nous ne nous rendons pas compte, c'est que nous sommes petit à petit dans des processus de transgression continue, de transgression en transgression, etc., aboutir à quelque chose qui, à l'évidence, ne peut pas assurer
l'avenir de l'humanité. L'humanité est en train de s'éradiquer par des pratiques qui sont contraires à la vie à laquelle elle doit vivre. Donc à partir du moment où on tue la vie elle-même, bien entendu, on ne peut pas imaginer survivre en tuant les fondements et les bases de la vie. Et donc cette situation-là, c'est un peu l'état des lieux aujourd'hui. Mais pour ce qui me concerne, la situation, pourquoi je suis avec mon épouse, nous avons fait un retour à la terre il y a 55 ans, je travaillais à Paris. Je travaillais à Paris, je viens du désert, ceux qui ont lu du Sahara savent que je suis né dans le désert, à Kenazar, côté de Béchar, proche de la frontière marocaine, etc., d'une tradition musulmane plutôt soufite, plus Safa, avec un thaumaturge qui a créé le lieu, qui était un soufi non violent. Et donc je suis né, disons, dans ce giron-là, voyez. Et on a presque avalé dans notre psyché, dans notre inconscient, le fait que la violence n'est pas bonne, et qu'il ne faut pas de violence. Donc je suis né là-dedans, et puis, de par mon itinéraire, rentré dans l'éducation française, mais en même temps l'éducation musulmane, la Bible, le Coran, etc., ça a été évidemment une sorte d'écartèlement qui a abouti à dire mais qui a raison, mais en même temps ça a été une richesse, parce que ça a permis finalement d'être connecté aux deux cultures contradictoires, l'une traditionnelle et l'une moderne. Dans la tradition, on reculait dans le temps, et dans la modernité, on était plutôt en avant. Et il fallait que les gens qui étaient mis en avant vers quoi, j'en sais rien. Le problème, c'est en avant vers quoi. Le problème aujourd'hui, il y avait un dicton qui disait ils sont allés au bord du précipice et ils vont faire un pas en avant. Qu'est-ce que le progrès? Le progrès, c'est quoi? Est-ce que ce progrès, c'est simplement perfectionner les machines et en même temps notre façon de tuer et les outils pour tuer, ou est-ce que c'est un progrès qui relève de l'élévation de conscience, l'élévation de la conscience des gens? Et je reviens donc à ma campagne électorale, appel à l'insurrection des consciences. Ça a été de dire, toute ma campagne électorale, c'était pas si vous votez pour Pierre Rabhi, je ferai ci, je ferai ça. En fait, c'était devenu une multitude de petits forums où les gens se sont concertés, ont discuté entre eux. Ils se sont occupés en quelque sorte de leurs conditions. Ils ont voulu élucider cette condition. Et c'était vraiment magnifique parce que ça tournait à quelque chose, à une méditation collective. C'était pas dans le sens, voilà le candidat, et puis il expose ce qu'il fera, et on vote ou on vote pas. Ce n'était pas du tout l'objet. Mais l'objet, c'était de dire, est-ce que nous pouvons nous rassembler pour réfléchir ensemble, existe-t-il un avenir qui soit un avenir véritablement viable, ou est-ce que nous allons continuer à rester dans cette transgression permanente, et l'avenir, il n'y aura pas d'avenir, parce qu'on aura évidemment transgressé tellement que la vie elle-même deviendra impossible. Et ça a été merveilleux. On a eu des musiciens qui sont venus, et c'était festif, c'était à la fois en même temps festif et en même temps très sérieux sur les propositions. Parce qu'on avait tendance plutôt à nous prendre, si vous voulez, pour des hurluberlus. Pas du tout. On était très sérieux dans les débats, très sérieux dans la pensée concernant le futur, et ce qui est apparu dans cette pensée, et j'avais proposé ce qu'on appelle la décroissance. Pourquoi la décroissance? Parce que, en fait, nous sommes dans un système qui fonctionne sur toujours plus indéfini. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune limite à rien. Et quand ce qu'on appelle le développement, et qu'on propose aux autres, c'est faites comme nous. Prenez, augmentez. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on est dans une planète limitée, et que si tout le monde se mettait à prélever comme le prélève les nantis, c'est-à-dire ceux qui en ont beaucoup, vous savez qu'il y a 1/5 de la population planétaire qui consomme les 4/5 des ressources. D'un côté, l'hyper-productivité, l'hyper-prospérité, avec 30 à 40% de déchets, c'est-à-dire de rebut,
produisons du rebut en grande quantité. Et de l'autre côté, j'ai travaillé en Afrique et ailleurs, où vous avez des enfants, un bol de riz, non pas. Donc ce qui veut dire que ça pose, la grande question se pose, est-ce qu'il y a une possibilité d'harmoniser l'humanité dans sa totalité pour qu'il y ait répartition des ressources, pour qu'il y ait une certaine bienveillance les uns à l'égard des autres, ou bien est-ce qu'on est embarqué dans un modèle qu'on ne peut même plus maîtriser, parce que ce modèle-là, il avance et peu importe l'individu. Le modèle fonctionne, mais peu importe l'individu. Et on a l'impression de plus en plus d'une humanité qui est consommée et consumée, et qui rentre dans le système de produire pour consommer, consommer pour pouvoir produire et reconsommer. Et donc à ce moment-là, à aucun moment on peut dire qu'il y a un seuil de satisfaction. Et comme il n'y a pas de seuil de satisfaction, il y a de l'angoisse. Et comme il y a de l'angoisse, eh ben, il y a des pathologies. Et comme il y a des pathologies, eh ben, on va chercher à consommer des anxiolytiques, des tranquillisants. On consomme du spectacle en petit, en voilà, parce qu'on ne veut absolument pas s'attacher à la réalité telle qu'elle est pour la corriger, parce qu'elle est modifiable. Elle est vraiment modifiable à la condition que les énergies se mobilisent à cette modification. Alors c'est un peu le point de vue que j'ai pu avoir quand, travaillant à Paris, chez Someca, je regarde la condition humaine, et cette condition humaine me fait dire que finalement, j'avais à tort ou à raison l'impression que toutes ces personnes qui travaillaient avec, dans ce microcosme, eh bien, étaient des personnes comme incarcérées, comme si elles étaient prisonnières d'une logique. Mais cette logique n'étant pas égalitaire, c'est-à-dire l'énergie que donnait un être humain en passant un contrat, je donne ma vie, que vous me donnez un salaire à vie, eh bien, ne bénéficiait pas réellement d'une façon équitable à tout le monde. Et que tout ça, il y avait un phénomène de concentration qui se faisait, et ce phénomène de concentration aboutit aux 1500 milliardaires en dollars qui sont aujourd'hui sur la planète. Et cette concentration donc aboutit véritablement à une spoliation d'une part très importante de l'humanité qui est subordonnée à un système qui pour moi est un asservissement, mais qui n'aboutit pas à faire d'une vie une vie épanouie. Et je parle même d'incarcération, où je dis de la maternelle à l'université on est enfermé, les jeunes appellent ça le bahut. Ensuite tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes, des petites boîtes, etc. Même pour s'amuser, on va en boîte. On y va comment? Dans sa caisse. Et on a la boîte à vieux, en attendant la dernière boîte que je voulais deviner. Et ça, c'est un itinéraire de vie. Vous voyez? Quand même, c'est du gâchis. Pendant ce temps-là, le soleil se lève, se couche. Il y a la beauté de la vie, la beauté de la nature, et personne n'est là. Alors on dit, il y a 11 mois de coma et 1 mois de réanimation. On prend un petit temps pour s'évader vite, pour glisser un peu sur la neige ou aller se bronzer. Moi c'est fait, je n'ai pas besoin de le faire. Et ce petit mois que l'on extrait de notre temps d'existence est un petit mois qui est quand même disproportionné par rapport à ce que chaque individu donne à la société pour l'enrichissement de la société, et un enrichissement inéquitable en plus. Et un enrichissement qui se fait aussi par la détérioration de la vie et de la nature. Vous voyez, aujourd'hui, bientôt les baleines plus, la pêche, la surpêche, la destruction des forêts, etc. Tout ça relève du fait que le lucre, en quelque sorte, la finance a pris le dessus, a pris entièrement le pouvoir sur l'individu, sur la vie, et de ce fait, eh bien, on va vers... On ne sait pas où. Et la formule de Fournier, nous ne savons pas où nous allons, mais nous y allons. Et aujourd'hui, personne ne peut prétendre avoir la maîtrise de l'avenir. Alors, moi, je ne juge personne, ni les politiques, ni rien du tout. Je ne juge pas. Je juge plus un système que des personnes. Je ne suis pas là pour juger les personnes. Les personnes, comme moi, peuvent aussi être dans l'erreur. Et je suis aussi
je ne suis pas à l'abri d'erreurs. Mais par contre, ce qui est visible et apparent, et ce qu'il faut remettre en question, c'est notre modèle de société. Et tant qu'on ne remettra pas le modèle de société voué totalement à la croissance économique indéfinie, à l'argent, etc., on n'en sortira pas. Ça me rappelle une petite anecdote, mais qui est peut-être exagérée en l'occurrence dans ce cadre-là, qui est celle d'un pêcheur. Le pêcheur, il est là, il a fini son boulot, il est en train de se reposer. Là, c'est un monsieur très sérieux. Ce monsieur très sérieux, ben, il regarde le pêcheur, il lui dit « Monsieur, la barque là-bas, elle est à vous ?» Il dit « Oui, c'est la mienne. » « Oh, mais elle est petite, il pourrait y en avoir une plus grande. » Et après, ben, vous allez pêcher plus de poissons, et vous allez en acheter une plus grande, et vous allez pêcher encore plus de poissons. Et après, vous allez acheter carrément un petit bateau, et vous allez embaucher des gens, et vous allez pêcher encore plus. Et après, ben, après vous vous reposerez. C'est ce que je suis en train de faire. C'est humoristique, mais c'est plein de philosophie. C'est pour ça que je l'ai fait, parce que c'est plein de philosophie. Comment peut-on être dans une certaine qualité d'existence et de joie en étant dans l'obsession du toujours plus? Et cette obsession du toujours plus fait qu'à aucun moment on est dans la satisfaction. Et du coup, comme on n'est jamais dans la satisfaction, eh bien, on essaye de trouver des subterfuges, des éléments qui donnent une espèce de bonheur factice, artificiel, pour oublier le fait que nous sommes dans une forme d'aliénation. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Ce que je dis, je le dis parce que j'ai le devoir de vous dire, voilà moi ce que je pense, mais en aucun cas je vais vous dire, voilà la vérité. Chacun accepte ou refuse, mais moi c'est ça. Et c'est à partir de ces constats-là qu'il y a 55 ans, vivant à Paris et travaillant comme OS dans une entreprise, parce que je faisais illusion, si vous voulez, j'étais devoir travailler à la banque. Société Générale à Oran. J'ai été embauché parce que le directeur de la banque, de l'agence du crédit de la Société Générale d'Oran, était chrétien. Et que moi, je m'étais converti au christianisme. Et donc, un prototype d'arabe chrétien, vous vous rendez compte, c'est une rareté, mais incroyable. Donc voilà, quand j'ai demandé à travailler, lui, il faut l'embaucher, vous savez. Et je me suis trouvé embauché à la banque de la Société Générale, agence d'Oran. Évidemment, je me suis trouvé dans une situation complexe, parce que les chiffres, c'est pas mon truc. Et à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, rien du tout, donc on faisait tout à la main, il fallait vous savez, le débit-crédit. Le débit-crédit, ça se faisait sur des fiches écrites, les gens venaient faire des dépôts, on inscrivait, etc. C'était tout à la main. Et il y avait toujours, très souvent en tout cas, des centimes, on ne savait pas où ils étaient. Donc mes supérieurs me maudissaient parce qu'il fallait, on ne pouvait pas quitter la banque, l'agence, sans avoir trouvé les centimes qui se baladent, on ne sait pas où. Et ça, c'était de mon fait. Alors, on disait, bon, ben, écoutez, il faut que le directeur de préparer à être plutôt dans la relation publique. Il se dit, bon, tu parles pas trop mal, donc on va te préparer à ça. Mais en fait, dans la réalité, j'ai connu ce monde de la banque, et ça a été un excellent observatoire sur le comportement de l'être humain par rapport à l'argent. Alors, il y a celui qui vient alors celui-là, sûrement le compte en banque est très élevé, et puis il y a celui qui venait comme ça. C'était un observatoire formidable de ce qui se passait dans la psyché des individus que produisait le rapport à l'argent. Donc j'ai beaucoup appris là, mais faire profession là-dedans, je n'avais ni la compétence ni la vocation. Je suis allé à Paris, j'ai travaillé chez Someca, agence tracteur machine agricole. Et puis là, bon, ben, on m'a dit, on va vous mettre quand même dans les écritures. J'ai dit non, je vais aller avec les ouvriers.
Les gens me demandaient, mais quel il est fou. On le met dans un bureau bien au chaud, il demande d'aller. Parce que je m'ennuyais à tourner des papiers, à faire semblant de travailler quand j'avais plus rien à faire. Et ça m'embêtait. Et par contre, quand je suis allé rejoindre les magasiniers, les ouvriers, etc., j'ai commencé à apprendre beaucoup de choses là aussi sur la condition humaine. Et puis c'est partant de là, donc en ayant l'expérience de ces conditions, que on décide avec celle qui deviendra ma compagne de faire un retour à la Terre. Un retour à la Terre, mais où? D'accord, c'est bien joli, on peut retourner à la Terre, mais alors on écrit, on peut et un médecin des Vence, de l'Ardèche, pour ceux qui connaissent, nous répond en disant mais votre projet est exceptionnel parce que tout le monde s'en va. Les gens ne restent pas. Dans les début des années 60, c'était plutôt les gens partaient dans les villes, ils ne restaient pas à la campagne. Et donc les campagnes se vidaient et nous on fait le retour. Alors du coup, on était très singuliers. Ces gens-là sont fous. Voilà. Alors, deuxième page, d'accord, on veut acheter une ferme, mais il faut de l'argent. Et nous n'avons pas d'argent. Donc je me présente naïvement au Crédit Agricole pour dire je voudrais acheter une ferme, est-ce que vous pouvez me prêter? Alors ils me disent est-ce que vous savez travailler? Pas vraiment. Eh bien, allez apprendre et on discutera après, ce qui était tout à fait juste. Et c'est là que la deuxième ou troisième grande initiation, c'est que quand je suis allé travailler comme ouvrier, j'ai été accepté j'avais fait une petite étude de ce qu'on appelle, et obtenu un petit brevet qu'on appelle le BAA, le brevet d'apprentissage agricole. Et puis, je suis allé travailler dans les fermes, dans des exploitations, c'était pas vraiment des fermes. Et c'est là que je découvre finalement que les pratiques agricoles ont recours à énormément de substances toxiques. Notamment, il y avait un produit qu'on appelait le métasystémox. Mais ce métasystémox était responsable d'empoisonnements terrifiants. Et mon ami médecin, ce qui nous a fait connaître le pays, et puis il pouvait témoigner de la façon dont, des dégâts qu'avait produit le métasystémox. Donc il était évidemment remonté contre ces substances, et moi aussi, je me suis dit, si l'agriculture, ça consiste à projeter en permanence des produits chimiques partout, ça ne m'intéresse pas. Et du coup, j'étais dans une forme de déprime à me dire, mais oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on va faire, etc. Quand je découvre qu'il y avait des méthodes qu'on appelait dynamique, biodynamique, etc. Et je lis un premier ouvrage qui s'appelle La fécondité de la terre d'un certain Pfeiffer, qui finalement expose la biodynamie dans son usage et son fonctionnement. Et à ce moment-là, je vois qu'il n'y a plus de toxicité du tout, qu'il y a au contraire un appel aux énergies telluriques, énergies de toutes sortes, et que la méthode biodynamique incluait tous les éléments énergétiques, pas seulement des substances. Et j'intègre ça, et c'est comme ça que je suis rentré dans l'agriculture biologique. Alors on finit par trouver une exploitation, une ferme à l'abandon. À l'époque, beaucoup de gens sont allés. Et puis, je retourne au Crédit Agricole pour dire « j'ai trouvé ». Et quand je retourne pour dire « j'ai trouvé », on me dit « mais décrivez votre truc, est-ce que vous avez fait un dossier là-dessus, vous avez, etc. » Et il me pose un certain nombre de questions. Y a-t-il de l'eau? Ah non, il y a très peu d'eau parce que c'est dans des gourds, il n'y a pas de source, il n'y a pas, etc. La terre est comment? La terre est calcaire, pleine de cailloux, etc. Est-ce qu'il y a de l'électricité? Ah ben non, il n'y a pas d'électricité. Il y a l'eau courante, il n'y en a pas. Le téléphone, il n'y en a pas. Le chemin n'est pas praticable par temps de pluie. Parce que quand j'avais une vieille Juve à 4 et quand il pleuvait, c'était impossible de grimper chez moi. Je mettais tout en bas, on mettait tout à dos, etc. Ils me disent, mais monsieur Ravi, nous ne pouvons pas vous aider à vous suicider.
Donc, alors désespéré, je retourne, je connaissais un sénateur qui s'occupait de notre école, l'école dans laquelle j'avais fait mes petites études. Je vais me plaindre auprès de lui, pleurer auprès de lui, et il nous prend sous son épaule, sous son aile, et il intervient auprès du Crédit Agricole pour qu'on nous attribue la petite modeste somme que nous demandions pour nous installer dans ce lieu. Et alors cette question, mais pourquoi là, alors qu'il y a des exploitations importantes, 50, 60 hectares, avec tracteurs, avec tout ce qu'il faut, ça devenait complètement irrationnel. Et quand j'ai donné l'explication, mais pas directement, ce lieu a été choisi parce que tout simplement c'était un lieu qui était beau et que la beauté c'est important. Et quand on a vu ce lieu beau, c'est-à-dire 17 clochers au voyez de notre zone, le silence absolu, le trait, etc. On a dit voilà le luxe. Le luxe c'est ça, c'est pas autre chose. Donc on peut être là. Et après, on s'est dit, bon, eh bien, on va retrousser nos manches et on va survivre. Mais quand vous êtes dans un lieu qui est beau, qui vous nourrit de sa beauté, vous avez comme une certaine énergie, une énergie qui vous vient, dont on ne sait pas où, mais qui s'installe. Et donc, nous avons décidé de nous installer, et n'étant pas maladroit de mes mains, on a travaillé, on a planté, on a épiré, etc. Et le lieu, petit à petit, a émergé, mais dans les règles de l'agriculture écologique. Et petit à petit, on a dit, tiens, le milieu se prête à quoi? Un élevage caprin, il y arriverait bien. Donc on organise un élevage. Faut-il en avoir beaucoup? Non, il faut rester dans l'équilibre. Parce que si on en a trop, ça nous met dans une autre logique. Rester modeste, et puis des compléments par l'agriculture, par le jardinage, etc. Mais garder la sobriété, c'est-à-dire la référence étant la sobriété. Et cette sobriété comme une puissance, comme quelque chose d'extrêmement puissant. Parce qu'on était tout le temps courtisés, amenez votre lait à la coopérative, vous pouvez vous agrandir, on peut vous prêter pour du matériel, etc. etc. On a toujours maintenu, en quelque sorte, psychologiquement et même déontologiquement et logiquement, la force de la simplicité. La simplicité est très puissante. Parce que sinon, on se fait piéger par tout ce qu'on voudra, on voulait, etc. Donc, c'était la philosophie fondamentale, je vous le dis, simplement parce que c'est la vérité. Mais je ne vous dis pas que c'est la vérité. Chacun voit ce qu'il a envie, et je ne suis pas là pour vous dire, voilà, cette chose-là est la vérité. Et du coup, on a pu s'installer, réparer, réorganiser, et petit à petit, voilà, les enfants sont venus, les uns après les autres, 5 enfants, et une femme très courageuse, Michel, c'est une petite femme, mais alors, un courage extraordinaire, et grâce à tout ça, voilà, on a pu s'enraciner dans ce lieu dans lequel nous sommes depuis maintenant 55 ans. Alors la suite de l'histoire, c'est qu'au moment, comme nous avons en quelque sorte accompli nous-mêmes notre propre enracinement, eh bien, il dit d'accord, mais on ne va pas réussir que pour nous-mêmes. Il y a des gens dans différents pays qui sont dans la pénurie, qui sont dans le manque, j'ai appris des techniques dites biologiques, etc. Eh bien, je fais faire partie d'un mouvement de paysans qui étaient solidaires avec les pays du Sud, et je me trouve propulsé vers le Burkina Faso. Et là, j'étudie, j'essaie de comprendre la situation de ces peuples-là, et ils sont dans une sorte de pauvreté, voire de misère. Après, on analyse pourquoi cette misère. Pourquoi cette misère,
C'est parce que c'est des peuples qui répondaient à leurs besoins spécifiques de nourriture et de survie, se nourrir, se vêtir, s'abriter, se soigner. Ils le faisaient depuis des siècles. Ils n'ont pas fait que des bonnes choses, parce qu'ils ont beaucoup déboisé, beaucoup détérioré le milieu. Et donc ces gens-là, vivaient d'une façon un peu singulière, et ce qui les a beaucoup ruinés et détériorés, c'est qu'ils représentaient un potentiel d'énergie humaine, et cette énergie humaine était dédiée à leur survie, et au moment on les a fait rentrer dans la loi du marché. Et comment on les a fait rentrer dans la loi du marché? On leur a dit maintenant, il faut que vous fassiez du coton, des arachides, du cacao selon les pays, et vous allez exporter. Et à partir de là, ils sont rentrés dans une logique qui n'était pas la leur. Ils disaient, mais vous savez, en même temps, il y a une poudre extraordinaire, que quand vous la mettez dans la terre, elle vous va faire produire. Et c'était des engrais chimiques. Donc on les mobilise à travailler pour l'exportation en utilisant des engrais, des pesticides et des semences sélectionnées. Et les voilà pris dans la mondialisation, en quelque sorte. Parce que les petits cultivateurs du Sahel, ils rentrent en concurrence pratiquement avec le Californien, avec son tracteur, donc on les a engagés dans un processus qui n'était pas le leur, et c'est comme ça. Et j'affirme, c'est à partir de là qu'on les a engagés dans la famille. Parce que quand il fallait utiliser des engrais n'ayant pas d'argent, ils allaient demander des engrais, on leur dit oui, mais ça se vend. Oui, mais j'ai pas d'argent. C'est pas grave, on va te remettre les engrais, les pesticides et les semences, tu vas cultiver. Et quand tu as cultivé, tu ramènes la récolte, quand tu as récolté, cette récolte, on va nous la gérer et la vendre. Du coup, ils rentrent dans le système international, malgré eux. Et les voilà ruinés, c'est-à-dire que la dette qu'ils ont contractée en engrais, pesticides et semences, c'est une dette qui est permanente. Ils payent une partie de la dette, mais ils creusent une autre s'ils veulent continuer. Et du coup, ils se trouvent dans un système tellement difficile et complexe pour eux, qu'ils s'appauvrissent. Et qu'est-ce qui se passe au niveau du village? Au niveau des villages, on vit moins bien qu'avant. Bon, parce que le temps qui était consacré à se nourrir, il est consacré à vendre. Du coup, appauvrissement, famine, les jeunes s'en vont, quittent le village, disant il n'y a pas d'avenir, les villes grossissent. Et quand les villes ont grossi, évidemment, il faut les alimenter, les villes. Donc on cultive pour alimenter les villes qui n'arrêtent pas de grossir, le bétail, etc. Le berger dit chouette, il y a beaucoup de monde qui peut m'acheter des animaux, donc je vais augmenter les animaux. Augmenter les animaux, ça veut dire qu'on augmente cette espèce de parasitisme qui est lié, les bêtes trop nombreuses détruisent le milieu naturel. Donc ils détruisent le milieu naturel, ils broutent tous. Et du coup, ce système-là amène le paysan à vouloir rattraper la situation qu'il n'arrive jamais à rattraper. Et du coup, l'urbanisation grossissante fait qu'il faut quand même alimenter les populations urbaines. Et la première ligne des ressources qui a été immédiatement, disons, sollicitée d'une façon exceptionnelle et excessive, c'est le bois. Parce qu'en ville, les gens n'ont pas de gaz, n'ont pas de trucs, donc c'est le bois. Donc déboisement. Le berger dit il y a beaucoup de bouches à alimenter en viande, il augmente son troupeau. L'augmentation du troupeau a un impact négatif sur le milieu. Et ensuite, il a comme pratique de défricher avec le feu, etc. Et voilà un paysan qui accélère le processus de désertification, dû simplement à un mécanisme
qui l'a amené à rentrer dans la logique du profit. Et donc, du coup, il augmente la dégradation sans même s'en rendre compte. Et qu'est-ce qui se passe au niveau système, météorologique, etc. C'est que quand vous déboisez, vous créez du désert. Et le désert, il y a un phénomène qu'on appelle albédo, enfin bon, peu importe le nom, c'est-à-dire le soleil, quand il vient sur Terre, il est réfléchi dans l'atmosphère puisqu'il n'y a pas d'absorption par le végétal. Il y a plus de végétaux pour absorber l'ensoleillement. Donc l'atmosphère se réchauffe. Et quand l'atmosphère se réchauffe, eh bien il n'y a plus de condensation. Puisqu'il faut du froid pour qu'il y ait condensation. Il n'y a plus de condensation, donc les pluies sont raréfiées. Et la sécheresse s'installe. Quand, par une conjonction météorologique particulière, la pluie revient, elle est souvent violente. Et quand elle tombe violemment, elle ne s'infiltre pas et elle emporte la terre. Et vous voyez la terre qui est nourricière qui s'en va. Et le tour est joué. Et donc à ce moment-là, vous voyez par quel processus on arrive à une espèce d'aggravation de la dégradation du milieu, et on aboutit à du désert qui avance, et la forêt tropicale d'abord maigre qui recule, et vous avez aujourd'hui un processus de désertification globale sur la planète, et en particulier dans les zones sahéliennes, qui est une catastrophe. Alors qu'il pourrait y avoir des programmes de reboisement, de lutte contre l'érosion, toutes sortes de cette énergie humaine pourrait être mobilisée à régénérer le milieu. Au lieu de cela, eh bien, le milieu se dégrade, le désert avance, et tout le monde s'en fout, si on peut dire. Mais le problème, c'est que la planète, elle est une et indivisible. Nous installons des frontières, etc., mais la planète, c'est pas ça. Elle a son propre métabolisme, elle a sa propre logique vivante. Aucun pôle n'est étranger à l'autre. Rien de ce qui existe, qui est advenu sur la planète est étranger à autre chose qui est advenu sur la planète. La planète a son unité, son métabolisme global et général. Elle fonctionne évidemment comme un être vivant à part entière, avec tous les composants qui la constituent. Tous ces composants sont coopératifs. Alors quand il y a évidemment un déficit, par exemple, de forêt, ben, c'est au détriment du processus de la pluie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vous tissez paysans pauvres, donc appauvris et misérables, qui n'arrive plus à se nourrir, et en même temps, lui-même participe à la destruction du milieu dont il a besoin. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et donc à ce moment-là, ben, vous tombez dans quelque chose. Alors face à ce problème, moi, nous, petits colibris tout petits, on est face à un énorme problème. À ce moment-là, je fais la connaissance de... Vous avez peut-être entendu parler du Point Mulhouse, c'était une compagnie aérienne qui a été organisée par une association alsacienne qui a voulu, en quelque sorte, utiliser les avions à des fins d'équité. Parce que l'avion était réservé à des gens qui ont les moyens. On disait, mais pourquoi est-ce que l'avion, comme moyen de transport, eh ben, ne serait pas au service aussi de tout le monde, pas seulement des nantis. Donc ils ont créé une compagnie aérienne Point Mulhouse quasiment associative. Un jour, on leur demande de cautionner une petite compagnie antillaise. Ils représentaient déjà un mouvement important. Ils vont à la banque pour cautionner la petite compagnie antillaise qui avait un ou deux avions, petits porteurs ou moyens porteurs, parce que cette compagnie demandait un prêt, sollicitait un prêt, et donc ils se sont portés garant. Et voilà que la petite compagnie, disons, des ailes, si on peut dire,
il n'arrive plus à s'en sortir. On somme le Point Mulhouse, l'association Point Mulhouse, de payer, donc de prendre en charge la créance. Et au lieu de prendre en charge la créance, ils ont dit, mais nous, on va essayer, nous, de faire fonctionner les avions nous-mêmes. Nous allons racheter les avions et les faire fonctionner. Et qu'est-ce que nous allons faire avec ces avions? Eh bien, on va désenclaver les pays qui n'ont même pas les moyens d'avoir d'avions et qui sont isolés de la planète parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et donc, ils passent une convention avec le gouvernement de la Haute-Volta à l'époque et pour desservir le Burkina Faso. Et comme ils amenaient un flux très important de touristes, puisque le touriste disait à ce tarif-là, moi je vais aller visiter parce que le tarif très bas, je vais visiter le pays. Donc il y a énormément de candidats pour venir visiter le pays. Seulement le flux de touristes qui venaient dans le pays posait un problème, c'est qu'il n'y avait pas les infrastructures pour les accueillir. Le pays n'avait pas d'infrastructures. Donc le Point décide de créer même les infrastructures d'accueil, et il se dit, bon, on prend le pays tout entier, et puis on va graduellement, dans différentes zones du pays, installer une sorte d'hôtellerie qu'on appellerait, bon, voilà, les campements hôteliers. Campements hôteliers. Donc, il commence par le nord, et là, il y a des gens qui viennent du nord, arrivent à Ouagadougou, et puis ils montent dans l'hôtellerie du nord. Et il fallait à peu près 9 heures pour faire 350 km. C'est-à-dire que, voilà, il y avait 9 heures pour faire 350 km, et il y avait un petit avion que les Africains avaient baptisé Air Peut-être. Avec ça, vous étiez bien. Et donc les gens venaient là, mais malheureusement avec le réflexe que le Med, on vient s'amuser. On s'amuse où? Eh ben, repas à la carte, etc., au milieu de populations qui crevaient de faim. Ça devenait totalement immoral que des gens viennent se divertir, manger c'est pas frais, le mot, au milieu de populations qui crèvent de faim. Donc le Point Mulhouse est en quelque sorte l'image du Point Mulhouse qui était positive jusque-là devient très négative. Et c'est ces gens-là, ils vous amènent des touristes là-haut, au milieu des affamés, ils s'amusent au milieu des affamés, donc les journaux se sont mis à les massacrer. Et puis, je ne sais pas, quelqu'un leur a dit, il y a un certain rabbi qui travaille depuis déjà 3 ans au Burkina Faso, peut-être que faut-il lui demander son avis avant de tout raser, parce qu'il voulait tout raser. Et je les vois débarquer, donc chez moi, et ils m'exposent la chose. Et puis voilà, je leur dis, ben voilà, je suis engagé moi dans les questions de développement, mais ce que j'entends par le développement, c'est la promotion humaine, c'est pas simplement la promotion économique. Et je leur explique tout le schéma dans lequel je me trouvais moi. Et ils disent, oui, mais on a cette structure, qu'est-ce qu'on fait de cette structure? Et c'est là que j'ai suggéré que l'on puisse ajouter à la structure touristique une structure de formation des paysans. C'est-à-dire que d'abord, évidemment, le menu est ramené à quelque chose de très raisonnable. Un seul plat, il n'y a pas de plat au choix. Et c'était déjà beaucoup à côté des gens qui n'avaient même pas à manger. Donc un seul plat, tout est modeste. Si vous venez, sachez que c'est... Et on a eu du monde. Ils sont venus. Pourquoi? Parce que nous avons décidé que les ressources produites par le tourisme seraient recyclées à la formation des paysans. Ce qui fait que l'argent produit n'était pas produit simplement dans une politique de thésaurisation ou de mise en valeur financière, mais c'était solidaire. L'argent produit par la structure nous permettait, nous, de former les paysans. Et on avait mis un protocole, c'est-à-dire que les paysans viennent à Gorogoron, représentent leur village, ils sont élus par les villageois qui leur disent c'est toi qui vas aller te former. Et les gens venaient donc se former chez nous, et ensuite à charge pour eux, quand ils retournaient au village, ils formaient leur communauté. Et c'est comme ça que ça s'est développé, au point que
ça s'est tellement développé que Sankara, un jour, me convoque et me dit, Monsieur Rabi, il faut que vous preniez en charge complètement le développement agricole du pays, parce que c'est la bonne formule. Et donc j'ai été chargé de cela suite aux résultats obtenus, bien entendu. Parce que les paysans marquaient leur satisfaction parce qu'ils appliquaient des méthodes qui les exemptaient totalement d'engrais chimiques qui coûtaient cher ou de choses comme ça, et qui n'avaient aucune dépense, puisque vous le savez ce que c'est rassembler les déchets, les composter, transformer en humus, l'humus est dans la terre, l'humus obtenu par le compostage, eh bien, c'est une matière extraordinaire parce qu'il y a de la substance, c'est une matière qui retient beaucoup d'eau, donc dans des zones desséchées, désertiques, ça retient beaucoup d'eau, donc ça lutte contre la sécheresse, etc. Et que ça a des avantages. Et ça s'est développé. Et du coup, ben, le président voulait développer ça. Alors, je vais faire quand même une petite pub concernant cette séquence. J'ai consigné toute cette expérience. Puisque moi, en venant vous voir, je me suis dit, qu'est-ce que je vais raconter? C'est vrai que j'étais là, qu'est-ce que je vais dire? Il y a quelquefois des clubs de philo auxquels je participe, mais enfin, c'est pas le cas. Donc je me suis dit quoi? Ben, je vais dire, je vais simplement témoigner de ce qui a été fait, qui est d'intérêt quand même général, et donc qui devrait se propager parce que c'est bénéfique. Et donc j'ai écrit un ouvrage que j'ai intitulé L'offrande au crépuscule, que j'ai dédié aux femmes parce que j'ai une admiration incroyable du courage féminin, c'est absolument incroyable. Si elles faisaient grève, je peux vous assurer que tout ça n'a plus rien. Elles étaient vraiment émouvantes, ces femmes. J'ai dormi dans des villages, première levée, allaiter l'enfant, faire cuire le peu qu'il y a, la corvée d'eau, piler le mil, préparer le repas. Et elles sont, elles se couchent quand tout le monde est couché. Et les premières levées, les dernières couchées, etc. Donc on a observé ça. Et dans la réalité objective, j'ai bien vu que c'était elles qui portaient. Et que sans elles, tout s'effondrait. Donc le bouquin, je l'ai dédié, vraiment en disant leur courage, etc. Et puis, je l'ai intitulé L'offrande au crépuscule. Et quand mon éditeur me dit, tu sais, il y a un prix au ministère de l'Agriculture, et peut-être qu'il faut le présenter à ce prix du ministère. Je dis, mais ils vont te le renvoyer par retour du courrier parce que c'est tellement critique à l'égard du protocole appliqué en agriculture que jamais ils vont le garder. Et puis un jour, mon éditeur me téléphone, tu sais que tu as le premier prix du ministère de l'Agriculture pour l'ouvrage que tu as présenté. Alors j'étais le premier à basaurder parce que je ne m'y attendais absolument pas. Et du coup, quand j'ai vu en apporter les uns des autres, ils ont dit, mais ce que vous avez expliqué, c'est ce qu'il faut appliquer. Moi, j'ai simplement dit honnêtement, voilà ce que nous avons fait. Je n'ai pas voulu être doctrinaire. Bien sûr, j'avais une critique importante concernant l'orientation de l'agriculture au nord comme au sud. Et l'agriculture orientée sur l'usage massif de produits chimiques et toxiques, elle est incompatible avec la vie. Alors, je n'ai jamais critiqué les agriculteurs. Et j'ai des amis, c'était une grande fraternité. Je ne suis pas d'accord avec leurs pratiques. Mais souvent, ils se sont trouvés fourvoyés dans les systèmes dans lesquels ils disent « mais moi, je ne peux pas m'en sortir. Comment veux-tu que je m'en sorte là où je suis ?» Je dis « je te comprends. » Et essaye quand même de faire autrement. Ce qui fait que quand j'étais à l'école de la maison familiale pour apprendre le BA de l'agriculture, je devais faire un stage, et je fais un stage chez un certain Paul Brousse, paysan, et on discute, et à un moment, je lui dis, écoute,
est-ce que tu pourrais pas faire autrement? Alors il se mettait en colère, parce que, évidemment, moi pour petit Péclo, lui donner des leçons, c'était quand même pas tout à fait, etc. Et ça m'a travaillé, et ça a été mon premier converti en agriculture biologique. On a travaillé. Et comme ça, ainsi, on a installé, si vous voulez, toute une... je ne sais pas comment on appelait ça, c'est-à-dire on a fait circuler, disons, tout un esprit concernant le fait que notre devoir, c'est quand même de prendre soin de la terre qui nous nourrit. On ne peut pas continuer à détruire la terre à laquelle nous devons nous-mêmes la vie. Voilà. Et du coup, j'ai été amené à former un petit peu partout d'une façon bénévole, et aujourd'hui, ça a évolué beaucoup, et on a créé différentes structures. Vous avez peut-être entendu parler de terre humanisme, vous avez peut-être entendu parler des colibris, le mouvement colibri, les oasis en tout lieu, le module optimisé, un hectare, une famille, un habitat. Tout ça, c'est des types expérimentaux. Vous avez entendu peut-être parler des amanins. Alors les amanins, c'est particulier. C'est un monsieur qui avait, Michel Valentin, qui avait gagné beaucoup d'argent et qui, en fait, se disait, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Je dis, en tout cas, on ne peut pas associer notre argent, parce que moi, pas grand-chose. Si tu comptes sur moi pour être un associé financier, autant dire qu'on arrête tout de suite. Non, c'est pas ça le problème. Moi, j'ai l'argent, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on a créé les amanins. Certains le connaissent peut-être, c'est dans la Drôme, une structure de 50 d'hectares dans laquelle, qui accueille du public. Malheureusement, mon grand ami Michel Valentin a décédé à 55 ans, et c'était quand même un peu tragique pour moi aussi. Mais la structure continue. Je parlais d'Oasis en tout lieu, et bien ma fille a créé le hameau des Buis. Vous avez peut-être entendu parler du hameau des Buis, c'est quoi? C'est le rassemblement de différents habitats, des gens qui se rassemblent. Et pourquoi je propose ça? Parce qu'on va vers un grand désert social. On ne pourra pas. Jusque-là, mon salaire ne perdure. Mais on va vers, qu'on veuille ou non, quel que soit le discours que l'on peut avoir, nous allons vers un appauvrissement général du système. Et d'autant plus que cet appauvrissement, il est voulu aussi par la concurrence et la compétition internationale. Du coup, au lieu qu'il y ait une espèce de protectionnisme du système, c'est la mondialisation. Et dans la mondialisation, c'est en fait maintenant, c'est les plus pauvres qui détruisent les riches. C'est les plus pauvres qui détruisent les riches. Donc, et comme les pauvres sont de plus en plus nombreux, ils vont de plus en plus détruire les riches. Alors maintenant, on a par exemple le symbole du chinois. Et évidemment, les Chinois, ils font travailler pour rien du tout, et ils amènent des choses. Et quand vous avez une société qui s'appauvrit, la société qui s'appauvrit, elle va chercher au moins cher. Et comme eux, ils peuvent proposer au moins cher, donc ils gagnent des espaces de profit qui sont de plus en plus considérables partout sur la planète. Donc ce qui veut dire qu'il faut que les États repensent le système interne. Il faut que la France repense, comme d'autres pays, son avenir. Mais elle ne peut pas le penser sur les critères actuels, c'est-à-dire sur la concurrence internationale, le produit national brut et la croissance économique. C'est foutu, on ne peut pas. Donc il faut maintenant, nous prêchons ce qu'on appelle l'autonomie, c'est-à-dire de plus en plus que les collectivités, là où elles sont, tirent valeur de ce qu'ils ont. Et j'avais proposé, dans un désert social, les oasis en tout lieu. C'est une proposition. Vous connaissez les colibris. Les colibris, c'était de dire, bon, on se plaint de ceci, de cela. En fait, un jour, je lisais une revue, et puis je lis la légende du colibri par Latino. Il disait, un jour, il y a eu un grand incendie de forêt, tous les animaux étaient atterrés, ils ne savaient pas quoi faire, etc. Par contre, le colibri, ce tout petit oiseau, tout menu, avec un long bec, et bien lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre quelques gouttes d'eau dans son bec, il les jette sur le feu, et il repart, et le tatou qui le regarde depuis un bon moment, il dit, colibri, tu es complètement cinglé, c'est pas avec ça que tu vas éteindre le feu. Et le colibri lui
dit, je le sais, mais je fais ma part. Et je me suis dit, tiens, si chacun faisait sa part, on gagnerait. Mais si on est là à se plaindre, ça ne va pas, etc., sans rien faire, ça ne marchera pas. Donc ça a été le colibri. Aujourd'hui, on est aussi dans une problématique d'une extrême gravité, j'en ai parlé dès le début, c'est les semences. 75% des semences collectées depuis 10 à 12 000 ans ont disparu. Donc ça veut dire qu'on confisque aux êtres humains la capacité de leur autonomie. Et les semences ont toujours été transmises de génération en génération sans discontinuer. Non seulement elles ont été transmises, mais elles ont été amplifiées. Parce que même quand les gens allaient faire la guerre, ils venaient avec des graines bizarres, et ils les semaient et ça se développait comme ça. Il y a 300 ans ou 400 ans en arrière, je ne sais plus exactement, la tomate était inconnue dans notre continent. Et tout est comme ça, c'est-à-dire que les semences, qui sont une richesse extraordinaire de l'humanité, qui sont les garantes de sa survie, sont en train maintenant de disparaître. Et on place des OGM, on place des chimères, etc. Et ça, c'est des stratégies criminelles. Parce qu'on confisque la capacité d'autonomie des êtres humains pour les rendre dépendants d'un business international, et peu importe. Mais peu importe les conséquences, on s'en fiche littéralement. Donc on est toujours au front pour essayer de lutter contre toutes ces choses-là. Et nous continuons, bien sûr, tous les programmes internationaux. On vient de créer un centre de formation à côté de Marrakech au Maroc. On va multiplier les villages prototypes. C'est-à-dire que mon rêve aujourd'hui, c'est qu'il y ait des villages tout entiers qui se concertent et qui ensemble agissent sur des critères écolos. Et tout le monde se met au travail. Tout le monde. Parce que l'énergie humaine, elle est présente partout. Et pourquoi ne pas faire un plan village écolo intégral? Et tout le monde participe, c'est-à-dire il y a une coopération de tout le monde pour aboutir à cette œuvre commune. Et si on arrive à cette œuvre commune, elle sera œuvre exemplaire et ça peut permettre la démultiplication. Seulement maintenant, aujourd'hui, chacun dans son coin, gêne sur le monde qui ne va pas, etc. Mais le monde, on peut le changer. À la condition, évidemment, qu'on décloisonne et qu'on organise une société humaine. Parce que moi, quand je vais à Paris, j'ai l'impression d'un asticot. Je grouille parmi d'autres. C'est tout. Vous êtes dans un train, alors, histoire paradoxale et extraordinaire. Je prends le train Paris-Gare de Lyon, Montélimar. C'est la gare de destination. Je monte dans le train, archi-pompe. Silence total. Vous savez pourquoi il y avait le silence? Parce que tout le monde était équipé d'instruments de communication. C'est pour ça. Arrêtons ce leurre et ces chimères. Je me rappelle dans le train, quand j'ai eu la connaissance d'un tas de gens, c'était un temps convivial. On se parlait, tu veux une tranche de saucisson, mais tu viens, etc. Et c'était ce temps convivial, il n'y a plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une stérilisation, en quelque sorte, du rapport humain par des machines qui finalement produisent la solitude alors qu'ils sont censés, au contraire, produire de la sociabilité. Vous voyez le leurre et l'envahissement informatique, etc. Certes, c'est très intéressant, mais dangereux. Parce qu'aujourd'hui, les enfants sont devant des écrans beaucoup trop tôt. Et tant qu'un enfant, il naît, et ensuite il naît au monde. Mais il naît à la réalité du monde. Il ne va pas tout de suite passer dans les écrans et dans l'espace virtuel. Donc s'il est déconnecté de la réalité, il ne peut pas s'accomplir. Ou alors il reste dans l'imaginaire. Et Dieu sait que les écrans sont redoutables, puisque ça amène les enfants à être dans une espèce de magie qui est fascinante. Mais cette magie fascinante inhibe la capacité de l'enfant à évoluer vers la réalité. Ils ne sont plus dans la réalité. J'ai même des familles qui disent quand on se met à table, l'enfant n'est pas là. Il préfère être avec ses copains à travers des... Et puis, donc cet envahissement
de ce monde virtuel par des machines qui virtualisent la réalité, c'est dangereux. C'est dangereux parce que ça, en même temps, la fonction aussi cérébrale, les mémoires, etc., font que le cerveau, il y a des gens très sérieux qui l'ont déjà dit, que le cerveau de l'homme moderne, avec l'informatique, etc., est en train d'évoluer. Pour autant, il ne faut pas rejeter l'informatique. Le problème, c'est quel dosage et comment avoir l'usage de ces outils qui puissent permettre une évolution sans perte des fondements. Et si on continue à perdre les fondements et ce que le cerveau peut faire par lui-même, on risque d'aboutir là aussi à la domination de l'outil par rapport à la réalité. Voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Voilà. Moi, je suis obligé de vous le dire. Merci beaucoup. Voilà. Pour moi, vraiment, c'est des dangers. On ne peut pas détruire la terre qui nous nourrit, polluer l'eau qui nous abreuve, polluer l'air que nous respirons, détruire le potentiel vital que représentent les semences, virtualiser la réalité et décoller de la réalité, et tout ça, le cumul, si vous voulez, de toutes ces dérives, pour moi ce sont des grandes dérives, peut aboutir à une société qui ne peut plus fonctionner. Voilà. Alors je ne sais pas où j'en suis, patron. Je continue. Je vais peut-être arriver à... Alors je ne sais pas si ce que je vous dis tient debout, je ne sais rien, parce que vous êtes encore là, donc ça y est, je suis rassuré. Et puis finalement, bon, bah, c'est la projection. Aujourd'hui, ce n'est pas le tout de raconter, de faire le bilan de ce qui ne va pas, c'est les qu'allons-nous faire. Dans la mesure où on a admis qu'il y avait une situation qui est anormale et qui est dangereuse, parce qu'il y a un risque, si vous voulez, de modifier complètement le cursus de l'humanité et de l'histoire de l'humanité, avec un ordre hyper nanti et jetant, gaspillant, etc. Un sud qui est pénurie, ce qui provoque évidemment des colères, ce qui alimente et qui donne un alibi formidable à tous ces gens violents, des gifs, qui font des attentats, qui font des trucs, tout ça, c'est alimenté par une espèce d'aigreur et de colère à l'égard du monde dit nanti qui s'est occupé. Ça ne veut pas dire qu'en Afrique c'est merveilleux. En Afrique il y a aussi des chefs d'État corrompus. C'est pas le nord et le sud, c'est partout l'être humain. En Afrique il y a des chefs d'État corrompus qui affament leur propre peuple. Quand est venu le président Sankara qui est parti sur une toute autre philosophie, c'est-à-dire la philosophie du partage, la promotion de la femme, la promotion de tout le monde, et bien on l'a assassiné. Et chaque fois que quelqu'un se présente, que ce soit Gandhi, que ce soit Martin Luther King, etc., qui veulent prêcher une mutation positive de l'humanité, ben on ne les laisse pas vivre. Et donc on continue là. Alors on ne peut pas modifier les choses s'il n'y a pas une conscience élevée. J'aime pas trop prise de conscience parce que ça me rappelle l'électricité. Est-ce que vous avez une prise de conscience? Il n'y a pas de prise de conscience. C'est un travail que l'on fait. S'il y avait une prise de conscience, ça serait formidable, on se branche et ça y est. Mais non, ça demande un travail personnel, individuel, intérieur, de méditation, de grandir, de réfléchir, etc. Et c'est ça l'élévation de la conscience. Je préfère ça que la prise de conscience. Et du coup, aujourd'hui, on est dans une forme d'impasse dans laquelle, d'un côté, il y a le triomphe d'une certaine science, parce que la science, moi, je ne me mets pas à genoux dans la science. La science, elle fait aussi les bombes atomiques et tout ça, c'est scientifiquement qu'on fait le mal aussi. Et science sans conscience, voilà. Donc, c'est pas parce que c'est scientifique que tout va bien. C'est quelle conscience, en quelque sorte, utilise la science et à quelle fin? Est-ce que
c'est pour le bien réel et profond, et donc un humanisme radical et intégral, ou ça peut être encore mis au service des antagonismes et des meurtres croisés. C'est ce qu'elle fait d'ailleurs, l'impression. Donc tout ça amène aujourd'hui à dire nous sommes dans une situation paradoxale et particulière qui nécessite que nous puissions réfléchir à quel avenir nous voulons construire. Et cet avenir ne peut pas se construire si nous ne renouons pas avec les forces de la vie. Il est quand même dommage qu'on voit des concentrations urbaines terribles, des campagnes désertifiées. Il pourrait y avoir des plans concertés pour dire que je vois beaucoup de candidats, moi, au retour à la Terre, et ces candidats au retour à la Terre, ils se préparent, etc., etc. Ils font tout ce qu'il faut pour aboutir à un morceau de terre. Accéder à un morceau de terre, c'est la croix et la bannière de l'Union. Et donc là, il devrait y avoir une inspiration politique, globale et générale qui va reconsidérer et réorganiser l'espace général entre rural et urbain de façon à aboutir à un avenir qui puisse être viable. Sinon, l'avenir ne sera pas viable. Donc tout ça, on essaye de proposer des choses. Nous avons réalisé des carnets d'alerte. Je vous demande vraiment de nous aider à les propager, parce que ces carnets d'alerte sont destinés à attirer l'attention du grand public sur des problématiques d'une très grande importance. Le premier, ça a été la faim dans le monde. Pourquoi la faim dans le monde? Il ne devrait pas y avoir de faim dans le monde. Les ressources planétaires sont largement suffisantes pour que tout le monde soit nourri. Je ne suis pas pour autant pour dire qu'il faut que l'humanité prolifère, c'est pas ça. Il faut une régulation de l'humanité. Mais l'humanité telle qu'on l'apprend aujourd'hui, avec les ressources dont nous disposons, tout le monde devrait pouvoir manger à sa faim. Donc on a analysé pourquoi la faim dans le monde, pourquoi il y a des réglementations au niveau de l'alimentation, avec parfois la complicité des États qui devraient, notamment dans le Sud, qui devraient protéger leur peuple, mais qui au contraire sont dans une telle corruption eux-mêmes qu'ils affament leur propre peuple. C'est pas seulement le Nord et le Sud, c'est aussi des rois de l'île africains qui affament leur propre peuple parce qu'ils s'organisent en clans de famille et ils se partagent tout. Et les autres, donc elles se débrouillent. Donc on a fait le livret sur la faim dans le monde. Le deuxième, ça a été sur les semences, justement, et compte tenu de la gravité. Le troisième, ça a été sur la finance. Vous savez que la finance, c'est quelque chose de complexe. D'ailleurs, c'était l'histoire de la finance ou la prédation légalisée. C'est qu'à partir du moment où vous avez de l'argent, vous pouvez devenir prédateur légal. J'achète le bien commun, j'ai de l'argent, j'achète le bien commun qui devrait en fait être traité comme un bien collectif, et bien je me l'approprie. Donc, et puis, le prochain, c'est un phénomène très grave qui est aujourd'hui extrêmement menaçant, c'est la question de l'eau. Les ressources en eau vont devenir quelque chose de terrible. Et vous savez, quand je ne sais plus quel pays, là, les États-Unis, où ils n'ont plus d'eau, quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de vie, c'est tout. Et ce n'est pas parce qu'on a des trompes d'eau là que ça ne peut pas se traduire autrement par des sécheresses. Et aujourd'hui, il y a des endroits où il y a des sécheresses complètement inattendues. Donc, parce qu'on ne maîtrise absolument pas ce que va faire le climat, la nature et toutes ces choses-là. Donc, ce qui veut dire que de plus en plus, nous devons maintenant prendre en compte un avenir qui ne soit pas bâti sur les préceptes d'aujourd'hui, parce qu'il ne fonctionne pas, mais sur une réconciliation avec les lois de la vie, compréhension de la loi de la vie, et comment organiser la société en prenant en compte les lois de la vie. Si on ne fait pas ça, on est foutu. Parce qu'il y a de plus en plus de hors-sol, population concentrée et hors-sol et ignorante de la nature. Donc il faut renouer avec la nature. Et bien entendu, je peux manger bio, recycler mon eau, me chauffer à l'énergie solaire et exploiter mon prochain.
facteur décisif, quel que soit ce que nous faisons, le facteur décisif, c'est l'être humain lui-même. Alors vous avez affaire à ça. J'ai pas amené mon auréole, parce que ça donne des complexes à tout le monde. Alors je préférais quand même laisser mon auréole à la maison, parce que sinon, bon, c'est pas gentil de vous dire vous avez affaire à un saint qui a atteint des niveaux, etc. Bon, le pauvre petit Ravi, ben, le pauvre 51 kilos tout mouillé. Pas de quoi pavoiser. Mais il y a en nous quelque chose qui est plus que nous, qui est la force même de la vie. Et c'est cette force de la vie qu'on essaye d'héberger et de propager. Et pour finir, donc ce petit... cette petite perception, je raconte souvent une histoire qui, pour moi, est très significative. C'est l'histoire d'un pêcheur. Non, c'est pas l'histoire du pêcheur. Je l'ai déjà raconté. C'est une histoire qui m'est arrivée. Quand nous nous sommes installés en Ardèche, on avait notre petite ferme, etc. Nous étions pauvres, il fallait, bon, on ne pouvait pas acheter de gasoil, de trucs, donc il fallait se chauffer au bois. Et nous avions une petite forêt. Et donc là, on essayait de la gérer correctement, on coupait le bois pour nous chauffer. On allait couper le bois pour le chauffer, et comme c'était un gros travail, eh bien, il y avait un ami qui venait m'aider. Lui-même disait, moi aussi j'ai du bois à couper, mais je suis tout seul, c'est compliqué, c'est difficile. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne se mettrait pas ensemble? Tu viens m'aider à couper mon bois, ou je vais t'aider à couper ton bois d'abord, et tu viens m'aider à le mien. Et puis, on passe le contrat immédiatement, et il vient m'aider. Donc, on travaille toute la journée, à l'époque il n'y avait pas de tronçonneuse, pas de choses comme ça. Et on travaillait à, vous savez, les passes avec la grande scie, chacun d'un côté, etc. La masse et les coins, enfin, voilà, c'était tout artisanal. Aucune tronçonneuse, rien du tout. Et on travaille toute la journée en écoutant les oiseaux, c'est magnifique. Et puis la journée s'achève. À ce moment-là, grande récompense magnifique, un magnifique coucher de soleil. Toutes les couleurs, magnifiques. Moi, je regardais ça, je disais, mais ça c'est un cadeau de la vie, mais c'est un cadeau extraordinaire, comme c'est beau, quoi. Et puis là, j'étais un peu en extase, mon compagnon était en train de ranger les outils, il me regarde et il me dit, qu'est-ce qui lui arrive, enfin, etc. Et je lui dis, bon, ben écoute, je le prends par la main. Je l'approche de moi, et je lui dis, en regardant ce paysage, ce coucher de soleil splendide, et sur lequel se découpait un chêne magnifique. Et comme ce chêne était dépouillé, que c'était l'hiver, ça faisait comme une dentelle, vous savez, sur le ciel, magnifique dentelle. Comme ça, donc c'était splendide. Et il s'approche et je lui dis, regarde. Il dit, il y a au moins 10 stèles. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. Et puis voilà, je crois qu'on avait prévu une ou deux questions, quelque chose de genre, je ne sais pas. Je ne pourrais pas prendre beaucoup de questions. Mais bon, puis 2 ou 3. La première question. Oui, moi j'ai lu bien sûr vos livres, mais il y a quand même un point, quand vous êtes arrivé en Ardèche, alors il n'y avait pas d'eau, il y avait que la pierre, ça a dû demander un certain temps, parce que c'est un peu décourageant pour ceux qui voudraient faire comme vous. Quelle est la solution? Parce qu'on ne peut pas partir comme ça à l'aventure maintenant.
Non, je suis tout à fait d'accord. Si nous n'avions pas été déterminés, ça serait arrêté. Il fallait une terrible détermination parce qu'on passait... C'était très difficile. Voilà. Et si on n'avait pas eu cette détermination et cette volonté farouche de nous installer dans le lieu, on serait découragé. Et comment vous avez eu de l'eau? Alors l'eau, on avait simplement ce qu'on appelle des gourds. C'est-à-dire que c'était une espèce de cavité qui était aménagée et qui recevait l'infiltration de l'eau de pluie. Et c'est ce réservoir souterrain qui était limité puisqu'il n'y avait pas de source, qui nous servait évidemment pour pouvoir survivre. À ce moment-là, je peux vous assurer qu'on ne la gaspillait pas. C'était loin d'être gaspillé. Aujourd'hui, on ouvre le robinet, on tire la charge d'eau, enfin, etc. Et l'eau, il y aurait quelque chose à repenser par rapport à l'eau. Et nous sommes en train de faire justement le carnet d'alerte sur l'eau. Et donc, on a survécu comme ça, avec cette espèce de simplicité, modestie. Et votre question, c'était quoi déjà? Est-ce qu'on peut faire la même chose aujourd'hui? La reproductibilité. Là, il y aurait, moi à mon avis, aujourd'hui on arrive dans une phase où il faudrait que la pensée politique, c'est-à-dire le précepte et le dogme politique, et le credo politique, puissent prendre en charge le fait qu'il y a une obligation de changer. Et que c'est impossible qu'on continue comme ça. Parce qu'il y aura un moment où, déjà il y a le chômage qui est en augmentation, mais le chômage il va augmenter. On a beau raconter tout ce qu'on voudra, le chômage va augmenter. Pourquoi? Par le fait même que la gestion nationale en tant que telle, il est très difficile à maîtriser, puisque maintenant nous sommes dans une sorte de gestion planétaire. Et que les influences ne se font pas simplement à l'intérieur d'une nation circonscrite, mais avec les influences qui arrivent de l'extérieur. On parle beaucoup des Chinois, par exemple, qui interviennent. C'est sûr qu'ils modifient. Et comme il y a une espèce d'appauvrissement de la société aujourd'hui, parce que le chômage est là, et qu'il y a des dispositifs sociaux qui sont de plus en plus nombreux, ils servent à quoi ces dispositifs sociaux? Ils servent à aider les gens qui sont évidemment en difficulté à survivre. Mais ça nécessite de l'argent. Alors, est-ce qu'on peut se projeter dans le futur pour dire que la nation créera assez de richesses pour continuer à supporter le poids de ceux qui sont exclus mais subventionnés? Alors, là, il y a un déséquilibre. Moi, je ne jette pas la pierre évidemment aux chômeurs, parce que beaucoup... C'est pas ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que si la nation veut assumer, disons, le poids d'exclus, il faut qu'elle crée des richesses. Et on est dans un système qui crée des choses avant, en même temps qui crée des gens qui ne peuvent pas acheter. Où est-ce que c'est? En même temps, on fait des choses à vendre, et en même temps, le système produit des gens qui ne peuvent pas les acheter. Donc il y aura, alors c'est grâce au soutien officiel et des institutions que ça tient encore. Mais ça tiendra jusqu'à quand? Je ne crois pas que ça tiendra très longtemps encore. Et de ce fait, ça crée ces éclus, cette amertume, qui risque dans le métabolisme général de la nation produire quand même des choses graves. Et même des choses qui peuvent être même très graves. Alors il faut maintenant repenser le tout sur d'autres bases que les bases actuelles de la croissance économique à tout prix, de la compétition internationale, tout ça, ça marchera. Maintenant, je vais conclure avec une question de Salomé. Bonjour. Est-il encore temps de sauver la planète? Il est encore temps de sauver la planète. Et c'est sûr qu'on doit la sauver pour toi, pour les gens de ta génération, pour toutes les générations qui arrivent. Et toi, un jour, tu seras... C'est une petite fille, une adulte qui prendra aussi ses responsabilités
et qui prendra soin de la vie de façon à la transmettre toi aussi aux générations encore plus petites. Et donc le mouvement est tout à fait possible et on peut parfaitement, si on s'y met vraiment, ben voilà. Merci. Merci, bravo. On peut parfaitement, mais il faut s'y mettre. C'est-à-dire que rester à geindre sur le monde qui ne va pas, etc., ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'on a proposé les colibris, mais faites votre part. Faites quelque